Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tout individu a fait, ou fera à un moment de sa vie, un bilan, une rétrospective analytique de son passé, à partir de son présent pour parfois rêver ou imaginer son futur. Voilà, je suis parti de là et maintenant je suis arrivé ici et je tends vers l'incertain, cet inconnu que j'aimerais si je le pouvais contrôler. Parfois, ce bilan s'impose brusquement lorsque nous sommes éprouvés par des événements marquants de la vie. Ces événements nous obligent alors à prendre le temps de faire, ou de réitérer des choix qui s'imprimeront sur notre trajectoire de vie. Notre trajectoire de vie tel un fil, se dessine selon une linéarité plus ou moins longue. Parsemée d'embûches, de bons coups et d'événements heureux, cette ligne se modifie selon nos décisions et nos actions. Par moments, elle semble s'incliner ou se briser sous le poids des épreuves et des crises puis se soude à nouveau avec la trajectoire existante. En quelque sorte, la souffrance y apparaît comme rupture du fil narratif. Ricoeur 1992 page 63. Le fil narratif qui se raconte dans le moment présent symbolise pour nous cette linéarité du récit individuel. L'épreuve est une obligation à réfléchir sur son self, son identité. Réfléchir sur sa vie n'est toutefois pas d'aujourd'hui. Plusieurs l'ont fait avant nous. Ce qui est nouveau, c'est la capacité de construire nos vies d'une manière idiosyncrasique et indéterminée. Notre linéarité n'est pas droite, sans suture et prédéterminée. En effet, chaque individu peut, s'il le souhaite, changer de trajectoire et tenter de repartir vers une autre direction. Cela dit, si nous pouvons réfléchir de cette manière et fléchir nos vies vers une direction souhaitée, c'est que nos sociétés occidentales ont démocratisé le récit sur soi par soi. Que vais-je faire de ce que l'on a fait de moi ? Dixit Sartre. Ces moments de bilan permettent également de raconter nos histoires narratives, de construire et de solidifier nos identités. Pour ce faire, les histoires narratives se dynamisent et s'expriment par l'une des caractéristiques prédominantes de notre contemporanéité, à savoir le processus d'individualisation. L'individualisation peut être décrite de façon simplifiée par l'élargissement grandissant des espaces d'autonomie et d'initiative individuelle. Kaufmann 2007 page 232. Plus précisément, le processus d'individualisation annonce la décomposition, l'abandon ou encore la recomposition des modèles de parcours de vie issus de la société industrielle, classe sociale, rôle selon le genre, travail et traditionnel, religion, famille, normes hétéronomes. Ainsi défini, le processus d'individualisation permet à l'individu de développer son identité sur la longue durée. Par exemple, dans la modernité avancée, la tâche incombe essentiellement à l'individu de choisir selon son individualité un conjoint, un métier, un endroit pour vivre, ou encore formuler ses opinions et ses croyances, et ce, tout en permettant une certaine réversibilité de ses actes, de ses choix et de ses croyances. Cependant, le développement de l'individualisme et l'importance de ses symptômes peuvent témoigner d'une certaine difficulté à individualiser dans sa vie, des moments d'épreuve. Nous pouvons identifier des indices positifs et négatifs qui s'expriment en symptômes de l'individualisme. Dit autrement, ce qui se trame à l'intérieur de l'individu peut s'exprimer en symptômes extériorisés. C'est un individu oscillant où son intériorité est un champ de bataille. De Koninck 2006 page 5. C'est précisément ce champ de bataille qui permet à l'individu de conquérir sa liberté, son autonomie et sa capacité à faire des choix. Un premier symptôme est l'inquiétude, un non-repos de l'individu quant à la subjectivité de devoir se définir, de Koninck 2006, tout au long de sa vie, Martuccelli et de Singly 2009. Un second symptôme est l'ouverture des possibles par une augmentation notable de l'émancipation de l'individu, vis-à-vis des normes et des traditions. Ce symptôme positif d'individualisme trouve ses contraires avec l'angoisse, la fatigue, l'insécurité, l'incertitude, l'anxiété, la déprime, voire la dépression. Bessin 2010, Ehrenberg 1998, Martuccelli et de Singly 2009. À titre d'exemple, un individu qui choisit de faire un retour aux études peut se sentir émancipé, voire libéré de son ancienne profession, mais il peut tout aussi bien exprimer des symptômes d'incertitude et d'anxiété quant à son avenir et devoir ainsi remettre en cause certains choix de vie. Ces choix peuvent impliquer un retour au domicile des parents, une diminution du revenu et de son autonomie.
Pour transiger avec cette situation qui fait appel à une gestion efficace de ses symptômes, un individu aura recours à la réflexivité, Bessin 2010. Par conséquent, un jeu très subtil s'est installé avec l'avènement de l'individualisme, à savoir gérer ces nouveaux symptômes et découvrir que l'individualisme est pour certains beaucoup moins euphorique que prévu. L'espoir de l'émancipation laisse la place à la crainte du vide. La dépression nous menace davantage que l'oppression. Les travers du relativisme se sont substitués aux dangers du dogmatisme. L'angoisse de la solitude a pris le pas sur le refus des contraintes communautaires ou familiales. Deschavannes et Tavoyot 2007, page 257. Tout le monde n'a pas la même capacité d'être totalement libre, authentique et performant dans cette obligation de s'individualiser. Certains ont davantage de ressources socio-économiques, culturelles, relationnelles et cognitives pour y arriver. Le Bar 2008. Un certain capital identitaire est nécessaire pour diminuer ou contrôler les symptômes négatifs de l'individualisme. En tant que sociologue, nous devons apprendre à voir comment les individus s'y prennent pour être des individus. Dubay 2005, page 14. L'analyse sociologique de l'individu consiste à établir une intersection entre la biographie et l'histoire. Martuccelli 2002, page 559, et à connaître la signification sociale et historique de l'individu, dans la société et durant la période où il plonge et vit. Mills, 1997-1961, page 9. En d'autres mots, l'individu, la société et l'histoire doivent être intégrés dans notre travail réflexif et analytique, confère. Med, 1963-1934. Pour y arriver, nous optons pour une sociologie de l'individu ou de l'individualisation, confère. Martuccelli et de Singly, 2009, puisqu'elle s'interroge sur la continuité collective et sur les singularités individuelles, Martuccelli, 2006, page 450. Plus précisément, la sociologie de l'individu s'applique, selon Martuccelli 2006, à inverser le travail réflexif du sociologue en prenant l'individu comme point de départ au lieu des institutions ou des classes sociales. Cette démarche réflexive ne nie pas l'importance du social, vu que les individus perçoivent le social à la fois de façon plus personnelle et plus distanciée, ils l'éprouvent comme une altérité radicale et en même temps ils ne perdent jamais la conscience de leur profonde socialité. Martuccelli 2006, page 451. Martuccelli 2006, page 451, poursuit sa pensée en disant que pour les individus, leur conscience individuelle n'a jamais été aussi sociale, leur expérience du social n'a jamais été aussi singulière. Cette expression rappelle que l'individu sans la société ce n'est pas possible, et qu'une société sans individu c'est invraisemblable. C'est impossible et invraisemblable, dans la mesure où parler de la société ou de l'individu revient en définitive à parler de la même chose, mais sous deux angles différents, deux points de vue complémentaires. Delmotte 2010, page 31, confère. Elias, 1991-1970. Pour étudier l'individu et la société, nous optons pour la perspective du parcours de vie qui permet d'observer comment les individus s'y prennent pour être des individus. Dubay 2005, page 14. En captant notre manière contemporaine à nous raconter, à nous représenter une identité et à comprendre le processus d'individualisation de la modernité avancée. Cette perspective théorique est une approche stimulante pour saisir les manières dont les individus affrontent des événements et des changements, tels que des ruptures conjugales ou professionnelles, le passage à la retraite, la traversée d'épreuves de santé ou économiques, Sikeli, Pujol et Mérico 2004. Vue sous cet angle, cette perspective théorique apparaît alors comme une approche heuristique permettant de saisir les événements et les changements importants de la vie, sans oublier ceux de la société. Dans le cadre de notre recherche, nous étudions la société québécoise inscrite dans la modernité avancée, telle que présente dans les pays occidentaux. Nous portons notre regard sur les événements individuels et collectifs jugés marquants, et qui viennent introduire une rupture, une discontinuité, comme une déchirure, positive ou négative, dans les parcours de vie individuels. En général, les vies humaines sont forgées par une multitude d'événements collectifs et individuels. Des drames, des épreuves, des moments de joie ou de colère, mais aussi de ces moments répétitifs et d'apparence banale. Plus particulièrement, ces vies humaines accumulent en elles des événements marquants qui viennent se greffer au self, à l'identité.
Spécifions d'une part que le self est une représentation mentale personnelle de sa propre personnalité ou identité, formée à partir d'expériences vécues, de pensées encodées en mémoire. Duval, Eustache et Piolino, 2007, page 180. D'autre part, un événement est qualifié et évalué comme étant marquant, selon l'interprétation qu'en donne l'individu. Parmi ces changements et ces événements marquants, nous retrouvons des tournants décisifs ou des événements bifurcatifs, turning point, qui indiquent un changement important dans la vie, tel un changement de profession, un accident du travail ou une proposition d'embauche, Bidard 2010. De plus, certains événements marquants peuvent être interprétés comme des épreuves clés. Au cours de sa vie, chaque individu est confronté à vivre des épreuves telles qu'une séparation, un divorce, un échec scolaire, une maladie incurable, le décès du conjoint ou d'un enfant, un licenciement, un déménagement non souhaité, un accident, etc. Spécifions que notre compréhension des épreuves de la vie ne s'inscrit pas dans un courant de pensée philosophique, théologique ou psychologique. Nous analysons plutôt l'épreuve dans une conception dialogique et interdépendante, certes parfois tragique, entre l'individu et la société. D'une manière sociologique, l'épreuve engage d'une part une conception de l'individu comme un acteur qui affronte des problèmes et une représentation de la vie sociale comme constituée d'une pluralité de consistances. Martuccelli 2006 page 11. D'autre part, l'épreuve vécue, dans la modernité avancée, témoigne du processus d'individualisation. En effet, de plus en plus d'épreuves sont vécues pour soi. Le responsable est essentiellement l'individu et lui seul. Dans nos sociétés, cet individu devra puiser dans ses ressources individuelles et son réseau relationnel, culturel ou économique pour les affronter, Castel et Haroche, 2001, et les intégrer dans son identité. Une identité complexe, unique, irremplaçable, ne se confondant avec aucune autre, Mahalouf, 1998, page 30. En résumé, si l'individu doit surmonter les épreuves de l'individualisation de la vie sociale, il importe donc de voir comment, concrètement, les individus s'y prennent pour être des individus dans les sociétés. Dubay 2005, page 3. À l'instar d'autres auteurs, Dubay 2005, Martuccelli 2006, 2010a, les épreuves de la vie constituent un des moyens concrets et privilégiés pour décrire le processus d'individualisation de l'individu contemporain. La perspective du parcours de vie constitue notre cadre théorique et regroupe 5 principes à étudier en interdépendance, confère. Elder, 1998, Elder et Gill 2009. Ces principes analytiques sont les suivants. 1. L'enchâssement socio-historique, notre contemporanéité, le ici et maintenant. 2. La capacité d'agir. L'individualisme et le processus d'individualisation. 3. Un développement tout au long de la vie, les différentes transitions de la vie du berceau au tombeau. 4. L'articulation entre changements sociétaux et vies individuelles, le timing entre les individus et la société. Et 5. Les Villiers, L. Interdépendance et les impacts des réseaux individuels et sociaux. En somme, la perspective du parcours de vie étudie conjointement l'individu, la société et l'histoire. Le paradigme du parcours de vie a pour objectif de fournir un cadre général à l'étude des vies humaines allant des dimensions psychologiques du développement humain aux dimensions les plus macrosociologiques, touchant au devenir des sociétés humaines et de leurs institutions. Spini et Widmer 2009 page 8. D'une manière novatrice, nous l'espérons, nous contribuerons à la compréhension de notre contemporanéité. En amont, il est indispensable de rendre compte des façons réelles dont les acteurs se forgent par les épreuves de l'individuation. Martuccelli 2006 page 427. En aval, l'étude du social n'est pas en reste, car il appartient aux sociologues et à tout éducateur libéral de traduire perpétuellement les épreuves personnelles en enjeux collectifs et de donner aux enjeux collectifs leur riche dimension humaine. Mills, 1997, 1961, page 192. Dans la sociologie de l'individu, il faut comprendre les épreuves comme un dispositif d'étude qui, s'appuyant sur la logique narrative de la mise à l'épreuve, mobilise la conceptualisation d'acteurs contraints d'affronter des défis structurels, historiquement produits et inégalement distribués, au travers desquels s'effectue une sélection largement informelle des personnes. Martuccelli 2010b, page 5. En sociologie, la notion d'épreuve est très peu étudiée et le matériel empirique fait défaut. Pourtant,
L'épreuve est individualisée et fortement sociale, ce qui la situe au cœur de l'étude sociologique de l'individu et de la société contemporaine. En raison de l'absence d'écrits scientifiques et sociologiques sur les épreuves de la vie, mais surtout de leur compréhension par l'entremise de la perspective du parcours de vie, il devient original et pertinent de les étudier dans le cadre de notre recherche. Chapitre 1 : Transformation familiale au Québec. 1. Notre contemporanéité. Étudier notre contemporanéité permet de comprendre notre contexte socio-historique, lequel s'est construit sur une longue durée. La modernité recoupe une pluralité de modalités et de dimensions socio-historiques. Par conséquent, nous ne décrirons pas en profondeur chaque contour de la modernité, notre contemporanéité, et ne proposerons pas une référence unique par une série d'étapes successives qui va de l'ère traditionnelle à aujourd'hui. Toutefois, sans constituer une finalité en soi, nous proposerons plutôt un panorama des événements socio-historiques importants en prévision d'expliquer sommairement les transformations que la famille québécoise a vécues. La vie en société ne se comprend plus grâce à un seul modèle unifié par des valeurs culturelles ou idéologiques et par des rôles et normes fonctionnelles ou des habitus de classe. Bonny 2004 page 168. En ce point, nous retrouvons le travail intellectuel de Max Weber et de Georg Simmel sur la perte d'unité du monde, désenchantement du monde. Plus spécifiquement, la symbolisation de la perte d'unité du monde se caractérise par une transformation du statut de la religion et de la tradition, ainsi que par le rapport de force descendant qu'entretient l'individu. Ainsi, chaque individu dispose maintenant d'une marge de manœuvre, d'un espace et d'un temps pour réfléchir à son univers, à son individualisation par une pluralisation des mondes possibles. D'ailleurs, en peu d'années, le Québec a rejoint la plupart des pays occidentaux en devenant pleinement détraditionnalisé avec l'avènement, entre autres, de la fin du règne de Maurice Duplessis et de la Révolution tranquille durant les années 1960 et 1970. En d'autres mots, à partir des années 1960, le Québec a rattrapé, voire comblé l'écart qui s'était formé entre la culture québécoise, idées, valeurs, attitudes, motivations, et la société québécoise, technologie, économie, urbanisation, industrialisation. Cet écart entre la culture et la société québécoise produisait un écart global entre le Québec et les autres pays nord-américains. Rioux 1968, page 115 à 116, cité dans Fortin 1996, page 23. Bref, il est important de saisir les transformations rapides que la société québécoise a vécues au cours des dernières décennies. Le Québec peut se comprendre à l'aide des passages de la modernité, c'est-à-dire de la première modernité vers la modernité avancée des sociétés occidentales. 1.1 La première modernité et la modernité avancée. La première modernité ainsi que la modernité avancée correspondent, en grande partie, à la singularité sociétale de notre époque contemporaine occidentale, Martuccelli et de Singly 2009. Le passage de la société moderne, dans sa deuxième phase, modernité avancée, peut être illustré comme une lente marche historique. En effet, les détails historiques aident à situer les moments charnières de ce passage. Selon l'historien Godchaux, 1986, l'ère moderne a commencé vers la fin du XVIIe siècle lors du siècle des Lumières, avec la Révolution anglaise 1688, suivie de la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, entre les puissances européennes, qui se poursuit dans les colonies d'Amérique du Nord. De fait, en Nouvelle-France, la guerre de la Conquête, 1754 à 1763, marque un important tournant historique pour les Français et les Anglais. Ainsi, les Britanniques acquièrent, entre autres, le Canada dans le traité de Paris. Ces événements marqueurs, pour l'Amérique du Nord ainsi que pour l'Europe, annoncent le début d'une ère nouvelle et une rupture historique se manifeste en Nouvelle-France. Quelques années plus tard, la déclaration d'indépendance des États-Unis 1776 et la Révolution française 1789 orientent le devenir de plusieurs sociétés occidentales. Ces trois révolutions, anglaise, française et américaine, ont changé nos rapports avec le passé, les traditions, les religions, l'économie et avec les modes de gouvernance et de travail. La Nouvelle-France continue son développement économique, social et idéologique durant le siècle des Lumières,
mais sous la surveillance des Britanniques et certes différemment de l'Église catholique française. En somme, un large mouvement historique, social, culturel et philosophique s'inscrit lentement et progressivement en émancipation envers les traditions et les religions ainsi qu'avec des auteurs tels que Montesquieu, Hume, Jefferson, Voltaire, Rousseau, Diderot et Kant. Au XVIIIe siècle, la raison s'incarne dans tous les hommes mais transcende chacun, s'offrant ainsi comme norme universelle et objective à chaque individu. La Livre d'Épinay, 1989, page 20. Bref, la Nouvelle-France n'est pas en reste, car elle appartient elle aussi à la dynamique de la modernité. Gagné, 1996, page 68. L'époque qui a suivi le siècle des Lumières, c'est-à-dire le XIXe siècle, fut marquée essentiellement par l'essor de l'industrialisation qui est venue détruire la société agraire mise en cage par un système féodal. Beck, 1998. Le progrès et la raison, promesse des Lumières, sont finalement le leitmotiv de cette époque. Toutefois, ces idées subiront un dur coup avec la Première Guerre mondiale et surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Ces événements sont venus freiner cet esprit d'évolution. Arendt, 1988. De plus, l'essor positif de la démocratie, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, ainsi que la diffusion de la scolarisation et du développement des institutions étatiques, État-providence ou État-nation, qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, Beck, 2008, de Singly, 2003, a contribué à l'achèvement de la première modernité, incluant au Québec. Plusieurs événements socio-historiques sont venus définitivement clore celle-ci, au point de voir apparaître, durant les années 1960, une seconde phase de modernité. Alors qu'en France, il s'agit de mai 68, au Québec, il est question de la Révolution tranquille. Dans plusieurs pays occidentaux, dont le Québec et la France, d'autres phénomènes sociaux s'observent. Émancipation des femmes, émergence de la jeunesse, valorisation de la culture hippie, apparition de crises au sein du couple et de la famille, etc. S'ajoute à ceci, l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, au Québec 1975, au Canada 1982, et le processus nationaliste québécois, étatique, culturel et idéologique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.